Bonsoir, vous regardez le 20h30 de la télévision nationale, les titres. C'est une guerre contre la brucellose. La campagne est lancée à l'Abbé et va durer 6 mois. Des experts se mobilisent pour éradiquer cette maladie qui évolue le plus souvent à bas bruit chez l'animal. Comment la freiner? Nous entendrons notre envoyé spécial à l'Abbé dès le début de ce journal. Ils sont sourds-muets et beaucoup d'entre eux n'ont jamais réellement communiqué avec leurs parents. D'autres n'ont même pas de nom, on les appelle le sourd. Ce groupe veut surplomber cet handicap. Ils ont choisi l'école des signes pour vaincre l'ignorance et les préjugés. Nous irons à Paris et vous allez le voir, c'est une petite révolution à l'ambassade de Guinée en France, une plateforme numérique baptisée Ekaidi. Elle va tout changer dans le traitement des documents administratifs. Comment tout cela fonctionne? Élément de réponse dans un instant avec Yaya Silla. Encore une fois, bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Direction Palais Sékou Touré, le chef de l'État a reçu en audience l'ambassadeur du Japon en Guinée. Il était accompagné de chercheurs de son pays. Au menu des discussions, le développement de l'aquaculture. Sanasi Keita. L'ambassadeur du Japon en Guinée au Palais Sékou Touré avec les spécialistes de l'aquaculture et d'études des chimpanzés de la JICA, agence japonaise de coopération internationale. Au menu des discussions, le développement non seulement de l'aquaculture en Guinée, mais aussi et surtout de l'étude cognitive des animaux, comme les chimpanzés. Nous sommes venus pour présenter le vœu de Nouvel An et ensuite, en profitant de cette occasion, nous sommes venus ensemble avec l'expert chercheur de chimpanzés, professeur Matsuzawa. Et sa visite en Guinée, c'est 33e fois cette année. Et en même temps, je suis venu avec M. Murai, qui est spécialiste de aquaculture. Il avait déjà travaillé pendant 5 ans à Cancan et Zérékoré. Et donc, il est revenu pour renforcer dans le domaine de l'aquaculture. Il travaillera avec le ministère des Pêches. Et tandis que professeur Matsuzawa, il dirige les études de chimpanzés en tant que professeur de l'université de Kyoto, y compris des décisions étrangères, mais en réalité, avec le guide comme M. Boniface, son père était aussi guide, car il sait presque toutes les végétations, il sait non seulement le nom commun, il connaît aussi le nom académique aussi. D'ailleurs, grâce à lui, professeur Matsuzawa sait bien comprendre moyens de communication avec chimpanzés. Je vais lui demander de montrer comment dire bonjour entre les chimpanzés. Je vous remercie. C'est bonjour. Ça signifie on est amis. Comme ça que les études continuent. D'ailleurs, pourquoi on fait les études de chimpanzés? C'est pour savoir ce qu'est l'être humain. Grâce à ces études de cognition, on a révélé que les chimpanzés ont une capacité nettement supérieure de mémorisation que celle des êtres humains. Donc c'est très intéressant, comme ça on peut savoir de plus en plus ce que sont les êtres humains grâce aux études des chimpanzés. Ces chercheurs, professeurs de l'université de Kyoto, sont basés en Guinée forestière, précisément dans la sous-préfecture de Bossou, à Lola, depuis 1986. Dans cette localité, Tetsuro Matsuzawa continue sans cesse de mener les études cognitives profondes des chimpanzés, avec lesquels il s'est beaucoup familiarisé. Aujourd'hui, ce qui concentre l'attention ce soir, on va s'arrêter à l'Abbé.
Sur place, la campagne de lutte contre la brucellose est lancée. La maladie méconnue et souvent négligée en Afrique subsaharienne s'attaque aux petits ruminants. On veut freiner sa propagation dans le pays, mais surtout alerter les professionnels de l'élevage sur les risques de la maladie. Une équipe de chercheurs est actuellement sur le terrain pour réussir cette opération. Tcherno Maroufba. Ils sont à la recherche de la brucellose dans la région du Fouta. La brucellose est une maladie qui attaque les vaches et se transmet à l'homme par la consommation du lait frais ou à partir d'une blessure sur l'animal malade. Chez la vache, cette maladie peut provoquer des avortements. Pour prévenir la brucellose, cette équipe de vétérinaires prélève le sang de certaines vaches qui doivent subir l'insémination artificielle. L'opération s'étend sur 6 sites identifiés dans la commune urbaine de Labé et périphérie. Cette démarche du ministère de l'élevage est saluée par les éleveurs. Nous sommes très heureux de cette action du chef de l'État. Ces vétérinaires sont dans la région de l'Abbaye. Ils veillent sur la santé de nos animaux. Nous apprécions la politique du chef de l'État dans le domaine de l'élevage. Une politique qui vise à mettre nos animaux à l'abri des maladies. Nous remercions le président de la République d'avoir initié ce programme-là. Ça va beaucoup aider la population à améliorer la race que nous avons ici, la race d'âme. Ces échantillons déjà prélevés sont acheminés au laboratoire vétérinaire de diagnostic pour des fins d'analyse. Les résultats des analyses permettront à l'équipe de vétérinaires de mieux suivre le cheptel actuel. Nous pensons, comme les techniciens de laboratoire nous ont dit que dans 2, 3, 4 jours au maximum, les résultats peuvent être disponibles. Nous pensons qu'immédiatement, les résultats peuvent être portés à notre disposition afin que nous puissions apprécier nous-mêmes le statut sanitaire des animaux qui doivent être soumis à l'insémination artificielle au niveau de la préfecture de l'Abbaye. Au total, une trentaine de vaches et taureaux sont porteurs de numéros sanitaires à l'Abbaye. Kissidougou et Djekedou, en région forestière, attendent cette équipe de vétérinaires sur les traces de la brucellose dans tout le pays. Et puis, réaction des citoyens 24 heures après le point de presse du ministre de l'Énergie ce lundi. Talibé Silla défendait son bilan devant les journalistes, message transmis. Mais à Conakry, la question de la desserte des foyers en courant électrique crée les débats. Chacun y va de son analyse, même si plusieurs saluent les avancées majeures enregistrées dans ce domaine depuis 2010. Suivez. Quand je n'avais pas vu la totalité, mais vraiment, j'étais vraiment satisfait. Parce que quant à moi, j'ai travaillé en Arabie Saoudite, j'étais couturier en Arabie Saoudite. Pour ma première fois de venir vivre à Conakry, c'était le 2 octobre 1986. Et à mon arrivée ici, franchement dit, le problème de courant faisait des défauts. Avant, le courant n'était pas stable. Maintenant, on assiste à une nette amélioration de la desserte en électricité. Il n'y a plus de traditionnel tour-tour, chose que j'apprécie et que j'encourage. En tant que citoyen guinéen, ce que je peux dire concernant l'électricité, franchement, depuis l'avènement de la Troisième République, je pense bien que le professeur président a fait un grand pas parce que là, moi personnellement, je peux vous dire, j'ai même oublié l'achat des bougies. Et en plus, bon nombre de Guinéens comme moi penseront ainsi. Et je pense qu'il est toujours dans l'élan de développer encore davantage la fourniture en électricité. Et moi, je ne peux que l'encourager dans ce sens, parce que comparativement à ses prédécesseurs, à l'unanimité des Guinéens, on peut dire que vraiment, le président a fait un grand pas. Bon, hier, je n'ai pas regardé la télé, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux. Alors, la conférence de presse qu'il avait tenue, c'était important quand même. Alors, en matière de desserte du courant qui se passe actuellement à Conakry. Alors, ce que je peux dire à propos de ça, c'est d'améliorer les conditions, d'améliorer l'évolution du courant à Conakry.
c'est le plus important quand même. Chez nous, on gagne le courant. Au ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, 2019 est placé sous le signe du défi de l'autonomisation des femmes. C'est l'un des programmes importants du département qui forme des centaines de jeunes filles aux petits métiers. La campagne sera intensifiée cette année avec de nouveaux objectifs. Mohamed de Camara. L'équipement de 8 centres d'autonomisation et de promotion des femmes, la formation de 1500 jeunes filles issues des milieux défavorisés dans les filières de couture, broderie et autres, le renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'élaboration d'une loi portant protection et promotion des personnes handicapées sont quelques actions fortes posées au département de l'action sociale durant l'année 2018. Ces acquis ont été obtenus grâce à l'esprit d'équipe qui a caractérisé l'ensemble des travailleurs de ce ministère appelés à redoubler d'efforts pour l'autonomisation des femmes et la protection des personnes vulnérables. C'est la première fois que nous avons eu une politique de protection sociale qui est assortie de son plan d'action. Des instructions nous ont été données pour engager le processus de mise en place du registre social. Le registre social unifié qui va connaître vraiment ce qui est un système informatique que nous allons mettre en place par rapport aux populations qui ont besoin d'assistance et d'aide sociale. La nouveauté, c'est le programme d'entrepreneuriat et d'autonomisation de la femme que nous allons développer avec le PNUD et l'accompagnement de la Banque islamique de développement. Je voudrais saluer Monsieur le Président de la République pour son soutien à ces centres d'autonomisation et de promotion des femmes qui sont aujourd'hui plus d'une dizaine dans le pays, sans oublier les MIFA. Nous allons aussi inciter les femmes à aller vers les MIFA. Si 2018 a été une année d'action, 2019 s'annonce avec de nouveaux défis à relever pour faire face aux besoins de plus en plus pressants auprès des femmes pour leur bien-être socio-économique. La vulgarisation de la loi relative aux personnes handicapées est aussi l'un des chantiers auxquels le ministère est appelé à faire face. Nous proposons pour 2019, par exemple pour les personnes âgées, la construction des centres régionaux d'apprentissage de métiers personnes handicapées dans les chefs-lieux des régions naturelles de notre pays. Nous comptons aussi mettre en œuvre un programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. Et nous comptons aussi renforcer le cadre national et juridique à travers l'engagement d'un processus d'adoption et de promulgation d'un projet de loi concernant la réglementation des mutuelles, mais aussi un projet de loi portant promotion et protection des albinos. Au lieu d'apprendre, de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre comment pêcher. Et aujourd'hui, nous avons plus de 110% des femmes analphabètes. Nous allons aussi insister à consolider les programmes d'alphabétisation fonctionnelle des femmes et la mise en place de plateformes multifonctionnelles. L'ambition des cadres du département de l'action sociale est d'offrir à leurs cibles une qualité de vie meilleure. Pour y parvenir, ils sollicitent l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les travailleurs du département. Je vous l'annonçais en titre, on va s'arrêter à l'école des sourds-muets de Taouya. Le centre recrute chaque année de nombreux jeunes, sourds et malentendants. Plusieurs découvrent le langage des signes à leur arrivée sur place. Pour la plupart de ces jeunes, les échanges avec leur entourage se limitaient à quelques simples gestes. Aujourd'hui, ils maîtrisent la langue des signes, un travail de longue haleine, comme le montre ce reportage de Lancé Kamisoko, Al-Gassimouba. Fruit de la coopération américaine, l'école des sourds-muets est créée depuis le premier régime. L'effectif de départ était de 14 élèves, dont 5 filles. Aujourd'hui, cette école compte plus de 200 élèves. Contrairement aux écoles normales, le cycle maternel est obligatoire ici en raison de la complexité du langage des sourds. À la maison, les parents peuvent éduquer les enfants. Tout commence là-bas avec les enfants normaux. Mais les sourds, c'est le cas différent. La mère ne peut pas communiquer avec l'enfant. Elle ne peut pas apprendre la langue à l'enfant. C'est l'école ici qui peut faire tout pour eux. L'enfant commence à apprendre la langue ici avant de commencer les études.
Avec ce seul établissement scolaire spécialisé pour sourds-muets dans tout le pays, beaucoup d'enfants en situation de déficience auditive ou d'élocution n'ont pas accès à l'école. À Conakry, les difficultés de transport découragent les enfants de la haute banlieue. Nos élèves ici, matin, ils viennent en retard. Je ne peux pas dire que c'est leur faute, non. Parce que la plupart des enfants habitent loin. Il y en a en tas, il y en a Yataya, et il y en a jusqu'à Kagbeleng, qui était les venir jusqu'à Boulbina ici. C'est un peu difficile. Si c'est possible, l'État peut nous aider à trouver des bus pour ramassage scolaire. Mais le plus grand défi dans l'enseignement des sourds en Guinée est la limitation du système d'instruction au cycle primaire. Après la 6e année, les apprenants n'ont d'autre choix que les métiers. La coiffure et la couture sont les principaux débouchés. Actuellement, il n'y a pas d'école professionnelle pour les sourds en Guinée. Ici, il n'y a pas de collège. Par manque d'enseignants formés. Aujourd'hui, j'ai commencé à travailler sur ça. Je vais partenariat avec l'école normale de Susdor. Et j'ai écrit, j'ai envoyé à notre ministre de l'Action sociale. La lettre, je vais envoyer pour voir le ministre de l'Éducation nationale pour voir partenariat entre l'école normale de Susdor formée en pédagogie. Nous allons occuper de leur formation en langue des signes pour augmenter le nombre d'enseignants. Ça peut nous permettre d'ouvrir le collège. Ça peut nous aider à trouver des interprètes qui peuvent accompagner les enfants dans les écoles professionnelles. En attendant l'ouverture de cycles secondaires, le directeur de l'école envisage aujourd'hui la diversification des formations professionnelles afin d'offrir plus d'opportunités aux enfants sourds-muets de la capitale. Vous l'avez compris, on était donc à l'école des sourds-muets de Boulbiné. Dans nos prochaines éditions, notre reporter Lancé Kamisoko sera à Taouya, au centre Sogué des sourds-muets. Et puis vous la connaissez, notre rubrique Guinée en bref, une compilation d'événements sur l'actualité nationale, commentée ce soir par Ousmane Ba. Moussaïa dans la préfecture de Fourekaria. La population est fortement mobilisée à la faveur de cette cérémonie de remise de dons. Une ambulance pour le centre de santé de la localité avec quelques kits sanitaires composés de pèse-bébé, de masques et de poches de prise de sang. Cette ambulance pourra désormais faciliter la mobilité des malades en situation d'urgence dans les 12 districts de la sous-préfecture et transporter d'autres à Fourekaria Centre. Aujourd'hui, on a envoyé une ambulance pour le centre de santé de Moussaïa. Nous nous sommes rendus compte qu'à Moussaïa, ici, il y avait un problème crucial de besoin d'une ambulance pour les malades. En général, il y a beaucoup de malades, des femmes surtout enceintes, qui n'arrivent pas à être évacuées le plus rapidement que possible au niveau du centre de santé. Cela occasionne beaucoup de décès, de morts des mamans ainsi que des enfants. Le ministre de l'élevage s'est rendu dans certaines fermes pour s'imprégner des réalités de l'initiative présidentielle dans le cadre de l'élevage. Après le tour de ces fermes, le patron de l'élevage réitère l'engagement de son département pour propulser ce programme du chef de l'État. Si vous avez souvenance de l'adresse à la nation de son Excellence Monsieur le Président de la République, il a dit que très bientôt les revenus des éleveurs vont augmenter. Et cela, c'est au niveau de toutes les filières. Nous avons visité une ferme une ferme avicole d'un groupement d'intérêt économique. Il y en a plusieurs à travers le pays. Ce tournoi de football a regroupé les équipes de 9 communes rurales et la commune urbaine de Guékédou. C'est pour promouvoir les efforts de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le trophée a été remporté par l'équipe de Wendé qui a battu la formation de Témessadou sur le score de 2-0. Les populations de plus en plus
montre avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de détermination, leur reconnaissance à son Excellence le Président de la République pour tous ses bienfaits pour cette localité. Et cette grande mobilisation de Guéguédouka montre à suffisance cette reconnaissance. Je vous amène en France où l'ambassade de Guinée dans ce pays ami annonce la mise en place d'une plateforme numérique pour le traitement des documents administratifs. C'est un système informatique de gestion baptisé ECAIDI. Il a été présenté à nos compatriotes résidant en France. Yaya Silla nous en dit plus. Cette plateforme web est dédiée aux Guinéens vivant en France. Elle permet aux citoyens de suivre en temps réel leurs demandes de documents. Pour l'ambassadeur de la Guinée en France, cet outil de gestion va considérablement améliorer les services de l'administration diplomatique. La plateforme est désormais accessible au public. Donc citoyen, aujourd'hui je peux effectuer une démarche administrative de mon téléphone, de mon PC sans pour autant me déplacer à l'ambassade, me faire livrer le document que j'ai demandé. Donc pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. L'objectif de cette solution, c'est d'apporter une garantie à nos différents partenaires, mais aussi simplifier la vie de nos concitoyens par les démarches administratives et au niveau des agents de l'ambassade également. Parmi les documents disponibles sur la plateforme figurent les attestations, les certificats et les documents d'état civil. L'ambassadeur de Guinée en France se réjouit de la mise en place de ECAIDI. Si on applique ce système-là à l'ensemble de nos ambassades, les documents qui sont émis à Conakry, la même rigueur, déjà on va faire baisser le niveau de faussaires, on va améliorer l'image de notre pays, qui ne mérite pas d'être dégradé. Et dans le même ordre d'idée, on a continué les recherches. Nous avons abouti, grâce à eux, à un système pour les passeports. Parce que comme vous le savez, le problème actuel aujourd'hui des Guinéens, situation régulière cette fois-ci, c'est ce problème de passeport. Avec la biométrie, il faut une présence physique. Plus de 13 000 Guinéens vivent en situation irrégulière en France, faute de documents certifiés. La plateforme ECAIDI est perçue comme une aubaine pour beaucoup de nos compatriotes vivant en France. Dans l'actualité nationale, triste nouvelle, le colonel Salif Diao et le maréchal de logis Jean Nyagbalamou ont regagné leur dernière demeure ce mardi. Des officiers de l'armée guinéenne décédés en mission des suites d'un accident. Ils ont reçu les hommages de la nation. Le récit avec lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. L'ensemble des composantes de la nation, forces de défense et de sécurité, toutes mobilisées pour rendre un dernier hommage au colonel Salif Diao et le maréchal de logis Jean Nyagbalamou de l'escadron mobile numéro 17 de Dapompa. Une cérémonie funèbre rehaussée de la présence du président de la République, chef des armées. De son vivant, le colonel Salif Diao était professionnellement irréprochable de par sa discipline, sa disponibilité et sa capacité de trouver dans Google la tâche prescrite et l'adapter à nos réalités. La perte d'un être cher est sans nul doute l'épreuve de la vie la plus douloureuse. Cela s'applique au colonel Diao car, quelle que soit la circonstance dans laquelle on l'a connu, on avait une perception positive de lui après la séparation. Jusqu'ici, directeur des études et stratégies du haut commandement de la gendarmerie nationale, membre du comité technique sectoriel défense. Il fut incorporé dans l'armée en 1986. Colonel Diao Samba, la tête pleine de projets pour les forces armées guinéennes. Mon colonel, notre père, voici quelques jours seulement qu'on t'a vu pour la dernière fois. Et depuis là, tout s'éteint. Tout s'éteint par ton absence. Tout s'éteint parce que tu ne reviendras plus. Nous l'acceptons, papa. Nous l'acceptons avec foi et sagesse. Foi et sagesse, ce sont des valeurs que tu nous as inculquées depuis le berceau. Et voilà qui nous sert encore aujourd'hui.
Colonel Salif Diao tire sa révérence à l'âge de 60 ans, laissant derrière lui 6 enfants et 2 veuves. Il rejoint sa dernière demeure ce mardi après la prière de 14 h au cimetière de Mania dans la préfecture de Koya. On termine avec un grand format. Il s'intéresse à l'économie guinéenne qui est passée de socialiste à libérale. Une transition motivée par la conjoncture économique mondiale, mais surtout par les impératifs financiers et diplomatiques du moment. Un parcours sur lequel revient notre reporter Maïmouna Bella Diallo. Les circonstances orageuses dans lesquelles la Guinée a accédé à l'indépendance ce 2 octobre 1958, après le vote du 28 septembre, laissent présager des moments difficiles pour l'économie du jeune État. Au nom de la solidarité entre les grandes puissances capitalistes, les exportations guinéennes, tant agricoles que minières, se verront bloquées vers ces pays. Ce qui du coup a poussé les autorités de la Première République à se tourner vers les pays de l'Est pour bâtir tant bien que mal une économie socialiste avec pour socle l'agriculture vivrière. L'agriculture a toujours été le moteur. D'ailleurs, on avait un ministère des fermes agro-pastorales, FAPA, d'arrondissement. C'était l'essentiel. Je ne parle pas des fermes de Famouila, des fermes de Ditine qui ont eu des références nationales et africaines, qui avaient atteint des niveaux de production exceptionnels, parce que le lait de Ditine, les beurres de Ditine étaient commercialisés, l'apiculture à l'abbé, le miel de l'abbé était les terres aménagées. Seulement, il faut préciser que cette vision de la Guinée, l'agriculture, le moteur de notre développement, a été mise en place. En 1984, Sékou Touré avait laissé 500 tracteurs importés de la Roumanie dans la coopération avec le président Ceausescu, Nicolas Ceausescu. En dépit de l'isolement voulu par la France et des crises conjoncturelles qui ont marqué l'économie mondiale, par moments, les autorités ont émis sur le marché local une monnaie, le franc, puis le cili, dont la parité face aux devises était égale en Guinée et quasiment nulle hors des frontières nationales. Ce qui n'a pas empêché l'économie guinéenne de marquer des points en termes d'acquis. De 1958 à 1984, la Guinée avait 358 unités industrielles et commerciales. Ces 358 unités industrielles les plus célèbres, on peut les citer. Il y a l'imprimerie Patrice Lumumba, qui avait une réputation ouest-africaine. L'usine Anta avait une réputation ouest-africaine. Sanoya, le complexe textile de Sanoya, avait une réputation internationale, et les grandes unités qui ont été réalisées dans les mines, que sont CBG et OBK, a précisé qu'à ce niveau, c'était un partenariat État, socialiste et partenaires étrangers. L'État guinéen avait 51% d'actions de ces différentes grandes unités, et les autres partenaires, les 49% étaient partagés. Le taux de croissance atteindra 4 puis 5% lors du plan septennal de 1964 à 1971. Malgré cette croissance, à la mort du président Ahmed Sékou Touré en 1984, les autorités de la Deuxième République ont donné une nouvelle orientation à l'économie guinéenne qui s'inscrit dans une économie de marché libérale. J'aimerais dire que l'économie qui est partie complètement déstructurée en 1958 a pu se tenir debout plus ou moins avec l'aide de nos amis. À partir de 60, avec le premier plan triennal, l'économie s'est remise sur pied, et avec le plan septennal 64-71, cette industrie a été mise en place, mais dans tous les secteurs. Et c'est en ce moment qu'on a connu des taux de croissance aussi de 6%. Conforté avec le plan quinquennal, le taux est resté en moyenne autour de 5%. Mais malheureusement, avec la crise internationale, avec le blocus économique contre la Guinée, l'économie a continué à plonger.
Et avec la politisation excessive, dès qu'il y a eu le phénomène du Camboiro, les investisseurs ont fui et le pays ne pouvait compter que sur ses ressources nationales. Le CILI, dévalué à près de 98%, est remplacé par le franc guinéen en 1985. L'État se désengage des secteurs clés de l'économie comme l'industrie et l'agriculture, mais garde une mainmise sur les mines devenues à partir de 1984 la principale source de revenus en devises du pays. L'autre fait marquant de l'économie guinéenne durant les 60 dernières années, c'est la crise politique qui a secoué la sous-région dans les années 90 avec les rébellions au Libéria et en Sierra Leone. Une situation aggravée par l'explosion démographique doublée du faible produit intérieur brut en raison surtout de la faible production intérieure. La monnaie guinéenne subit alors une forte dévaluation face aux devises à partir des années 2000. L'envolée des cours mondiaux du pétrole entraînera la paupérisation avec à la clé des grognes sociales à partir de 2007. L'avènement en 2010 de la Troisième République après la transition de 2008-2009 a permis de redonner une nouvelle impulsion à l'économie guinéenne sous le leadership du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une impulsion qui se matérialise aujourd'hui à travers l'initiative présidentielle clairement exprimée dans le Plan national de développement économique et social, PNDS. Un plan approuvé par les partenaires au développement de la Guinée et qui a réussi au Forum de Paris de décrocher la somme de 21 milliards de dollars pour sa mise en œuvre. Les acquis de la Troisième République, prenons un seul secteur, l'électricité. Le cri que nous avions dans le quartier hier, quand la lumière à laquelle nous nous déshabitions, quand la lumière venait, tout le monde criait, les enfants, « Oh, Tefa !» Au moins, ce slogan, on ne l'entend plus. Même s'il y a encore beaucoup à faire, il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts. L'approvisionnement en eau, nous n'avons pas encore satisfait l'ensemble des besoins, mais il y a un mieux par rapport à d'où nous venons. Au niveau de l'agriculture, aujourd'hui, l'utilisation des engrais est devenue de plus en plus large que par rapport au passé. Les productions sont devenues beaucoup plus importantes et nous avons des cultures de rente qui se développent, l'acajou, le palmier à huile, le café, le cacao, avec des plans aujourd'hui qui sont de plus en plus productifs, rentables. Aujourd'hui, les secteurs moteurs de développement que sont l'agriculture, l'électricité et les infrastructures constituent le cheval de bataille du président de la République. Même si les mines gardent une emprise sur l'économie nationale, des efforts sont fournis pour développer les cultures d'exportation et diversifier les sources de revenus de l'État. Avant de se quitter en sport, football international, le nouveau ballon d'or africain est égyptien. Son nom, Mohamed Salah, coéquipier du Guinéen Nabideko Keïta. Autre nouvelle, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football se jouera au pied des pyramides en Égypte. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe que la cérémonie de lancement de l'IRM du centre de diagnostic, initialement prévue ce mercredi 9 janvier 2019 à 10 h, aura finalement lieu à 14 h au siège social de la Caisse nationale de sécurité sociale, 6 au quartier Kouléoundi, commune de Kaloum, sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Sengbedou, dans Masinta, Koundara et Kouroussa. Vous pouvez nous suivre également sur notre site rtgkoloma.info. Je vous attends demain à 20 h 30. Bonsoir et restez fidèles à la télévision nationale.